Vendredi 22 novembre 2024, mesdames, messieurs, bonsoir. Il est 20h sur Mourchid TV. Les titres. Financement du Millennium Challenge Corporation, le Sénégal est éligible du troisième compact régional sur l'économie bleue. Ce troisième compact offre l'opportunité de consolider les acquis de ceux qui l'ont précédé. Selon le ministre de l'économie, le Sénégal poursuit sa dynamique de transformation pour renforcer des secteurs clés comme la pêche, l'aquaculture et le tourisme, en phase avec les objectifs du référentiel Sénégal 2050. La Commission nationale de recensement des votes a procédé jeudi à la proclamation officielle des résultats provisoires des élections législatives anticipées du 17 novembre, donnant la liste de Pastef les Patriotes vainqueurs avec 130 sièges sur les 165 qui étaient en jeu. Les Sénégalais livrent leurs attentes envers la future Assemblée nationale. Nombre d'entre eux réclament l'abrogation de la loi d'amnistie et la réduction des coûts de la vie. Les retards et arriérés de salaire plongent les travailleurs de la Poste. La précarité affecte leur quotidien et fragilise de nombreux ménages qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Dans une situation difficile, l'union autour des doléances des travailleurs de la Poste, Ibrahim Sarr, salue l'unité des différents syndicats. Il accuse l'ancien directeur de la Poste du carnage financier du groupe. Voici le sommaire dans un instant de développement. La Commission nationale de recensement des votes a procédé jeudi à la proclamation officielle des résultats provisoires des élections législatives anticipées du 17 novembre 2024, donnant la liste de Pastef les Patriotes vainqueurs avec 130 sièges sur les 165 qui étaient en jeu. La liste Pastef les Patriotes dirigée par le Premier ministre Ousmane Sonko est arrivée en tête avec 1 991 770 voix, soit 54,97% selon le président de la commission. Le parti au pouvoir a obtenu 29 députés sur la liste proportionnelle qui mettait en jeu 53 sièges. Suivant au classement, la coalition Takoualou, dirigée par Macky Sall, 16 sièges, Diamandiaring d'Amadouba, 7 sièges, tandis que la liste de Sam Sakadou de Barthélémy Diaz a eu 3 sièges. Après la confirmation de la victoire du parti Pastef, les Patriotes placent au travail face aux urgences de toutes sortes. Les Sénégalais livrent leurs attentes envers la future Assemblée nationale. Nombreux d'entre eux réclament l'abrogation de la loi d'amnistie et la réduction des coûts de la vie. Quelques réactions au micro de Pape Alassane Diop. Le peuple a déjà accompli sa mission, d'abord avec l'élection présidentielle, ensuite les législatives avec une majorité écrasante. Donc nous voulons voir des députés qui sont responsables, qui vont prendre en compte les besoins des Sénégalais. Maintenant, il n'y a plus rien à dire. Nous voulons voir des députés responsables, dignes, qui vont répondre aux attentes des populations, qu'ils votent le budget et que tout redevienne comme avant. Mes attentes seront orientées vers l'économie. Je m'attends à ce qu'on nous propose des lois qui vont nous permettre de booster le niveau économique du pays. Concernant l'homosexualité, tout le monde attend ce point parce que ceux qui sont au pouvoir, il y a 2 ans de cela, c'était une source de campagne. Donc, à ce que je pense, ils auront le courage de faire cette proposition à l'Assemblée nationale afin que ça soit adopté. Voilà, à l'unanimité, nous avons adopté. La loi d'amnistie m'intéresse beaucoup. On doit éclaircir les faits qui se sont déroulés avant les élections, qu'on puisse identifier les coupables et les innocents. La loi d'amnistie doit être dégagée. La vie est trop chère. Imaginez aujourd'hui le sac de riz qui coûte à 18 000 francs. Cela prouve la cherté de la vie. Donc ils doivent mettre des stratégies qui vont permettre de diminuer le coût de la vie. Il y a une différence entre l'élection présidentielle et les élections législatives. En présidentielle, tout le monde sort pour aller voter massivement. Mais là, c'est par coalition. Le régime actuel a le pouvoir de gérer la politique du Sénégal durant une décennie. L'opposition n'a rien à dire maintenant. Ils doivent laisser les nouveaux dirigeants véhiculer leur programme politique. Ils n'ont rien à dire vraiment. Les retards et arriérés de salaire plongent les travailleurs de la Poste dans une situation difficile. La précarité affecte leur quotidien et fragilise de nombreux ménages qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts.
Dans un sitting devant les locaux de la Direction générale de la Poste, le syndicat appelle les autorités à l'aide pour une sortie de crise. Le secrétaire général Ibrahima Sarr, que je vous propose d'écouter. Je voudrais d'abord dénoncer très vigoureusement la situation sociale que traversent les travailleurs de la Poste. Figurez-vous, il y a de cela quelques mois, on parlait de retard de paiement de salaire. Mais aujourd'hui, nous sommes entrés de plein pied dans l'ère du retard des arriérés de paiement de salaire. Parce que nous sommes le 22 du mois de novembre et jusqu'à aujourd'hui, les salaires d'octobre ne sont pas payés. Et quelle est la conséquence sociale sur les travailleurs? Beaucoup de travailleurs aujourd'hui vivent en permanence l'angoisse, l'anxiété, le stress, la désolation. Donc tout cela fait qu'aujourd'hui, la situation sociale à la Poste est dramatique. Et pourquoi? Nous interpellons les autorités actuelles de l'État. Le problème de la Poste est relatif à une malgouvernance accrue dont les responsables sont en train aujourd'hui de trimballer sans être inquiétés. Mais les travailleurs que nous sommes, qui n'ont absolument rien à voir en termes de responsabilité, sont en train de souffrir. L'union autour des doléances des travailleurs de la Poste, Ibrahima Sarr, salue l'unité des différents syndicats. Il accuse l'ancien directeur de la Poste nationale d'être à l'origine de ces déboires financiers du groupe. Le secrétaire général Ibrahima Sarr est au micro de Pape Alassane Diop. Pourquoi aujourd'hui on est là? Il y a certains fonctionnaires tapis dans les allées du trésor public qui aujourd'hui jouent avec vraiment la dignité des postiers. Ils appliquent la rigueur, dit-il, et où étaient-ils pendant qu'il y avait ce carnage financier, notamment celui lié à ces flux de fonds qui ont en tout cas jalonné le mécanisme de la compense. Si le directeur général d'alors avait réussi à ce carnage financier, parce que certainement il y avait en tout cas une complicité. Aujourd'hui, il ne doit pas nous regarder du haut et user d'arbitrage ou bien de rigueur pour aujourd'hui laisser les travailleurs de la Poste dans la souffrance. Ceux-là qui aujourd'hui le font n'ont pas besoin de leur salaire pour survivre parce qu'ils ont des sursalaires. Mais ici à la Poste, le salaire moyen est de 200 000. Mais ces 200 000-là ont toujours permis à ces postiers de recouvrer leurs droits. Donc il ne faut pas qu'ils jouent avec ça. Nous allons organiser cette lutte. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes fiers d'avoir à notre côté des centrales syndicales. Nous sommes fiers d'avoir à notre côté des syndicats de base. C'est pour dire que nous allons organiser la lutte. On va l'intensifier. Financement du Millennium Challenge Corporation. Le Sénégal est éligible du 3e compact régional sur l'économie bleue. La sélection du pays découle de la satisfaction des critères d'intégration économique et de développement du commerce avec les pays voisins. Des propos tenus par la vice-présidente du MCC, Kim Hey, au micro de Momori Thiam. 18, le MCC, nous étions autorisés par notre congrès d'avoir le droit pour entrer dans les compacts régionaux. C'était pour la première fois. Donc on a choisi quelques pays ici en Afrique de l'Ouest et le Sénégal était choisi pour être éligible pour ce compact régional. C'est à cause de la performance sur les 2 compacts précédents qu'on a choisi le Sénégal pour un compact régional. Aussi, je pense que c'est en reconnaissance que vraiment l'intégration et la commerce régional est extrêmement important pour cette région de l'Ouest et surtout pour le Sénégal. Donc on espère qu'avec ces investissements dans ce compact régional,
ça sera une opportunité pour le pays de vraiment augmenter la commerce et la collaboration avec les autres voisins. Ce troisième compact offre l'opportunité de consolider les acquis de ceux qui l'ont précédé, selon le ministre des Finances. Pour lui, ce compact sur l'économie bleue en est parfaite adéquation avec l'esprit du nouveau référentiel Sénégal 2050. Il porte sur le développement de l'économie bleue, notamment les secteurs clés comme la pêche, l'aquaculture et le tourisme. Abdourahmane Sarr. Tout à l'heure que l'équipe du Millennium Challenge Corporation était à Dakar et dans ce cadre nous avons signé une convention sur un nouveau compact, un compact dit régional. Alors comme vous le savez, le Sénégal avait déjà eu 2 compacts. Le premier était dans le domaine de l'agriculture et des infrastructures agricoles, l'irrigation, les routes, etc. Le deuxième compact qui est toujours en cours était dans le domaine de l'énergie et de l'électricité. Et le troisième compact concerne l'économie bleue. Et l'économie bleue, principalement tout ce qui est les écosystèmes marins, côtiers et fluvio-lacustres. Donc tout ce qui est lié à l'eau. Et donc ce travail a été effectué les 6 ou 7 derniers mois, disons par toutes les parties prenantes, y compris le ministère de l'économie, du plan et de la coopération. Et dans ce cadre, 3 secteurs ont été retenus et ont fait l'objet de notes de concept. Le secteur de la pêche et de l'aquaculture, le secteur du tourisme et le secteur de l'horticulture. Alors donc il s'agira dans cette phase qui s'ouvre, qui peut durer 1 an et demi, mais nous espérons que c'est une phase qui pourra être accélérée. Il s'agira de choisir des projets dans ces 3 secteurs qui auront un impact significatif sur les populations. Direction dans le bassin arachidier à Kaolack, le ministre de l'eau et de l'assainissement a lancé ce jeudi des concertations nationales sur l'eau et l'assainissement. L'initiative a pour objectif de jeter les bases d'une bonne gouvernance de l'eau et de l'assainissement. La problématique de l'hydraulique urbain comme rural et la réforme du secteur seront également au cœur des 3 jours. Le ministre de l'eau et de l'assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, que je vous propose d'écouter. Nous venons de lancer ici à Kaolack les concertations nationales sur l'eau et l'assainissement. Ce sont des concertations qui dureront 3 jours et qui réunissent ici l'ensemble des acteurs de l'eau et de l'assainissement, que ce soit les pouvoirs publics, le gouvernement dans ses différentes déclinaisons sectorielles, la société civile, le secteur privé, les collectivités territoriales, les usagers de l'eau et de l'assainissement et aussi les partenaires techniques et financiers, le monde de la recherche, les universitaires et autres. Ce sont des journées importantes qui permettront de mener une réflexion ouverte et inclusive pour dessiner le visage de la nouvelle politique de l'eau et de l'assainissement dans le pays. Puisqu'en choisissant Kaolack, nous faisons déjà une étape, un pas vers la concrétisation du choix du président de la République d'aller vers la territorialisation à travers des pôles. Il y a 8 pôles territoriaux autour desquels la nouvelle approche de la mise en œuvre du paradigme vers un Sénégal souverain, juste et prospère avec la vision 2050 sera mise en œuvre. Nous voulons aussi dire à tous nos concitoyens que l'accès à l'eau et à l'assainissement sera désormais une surpriorité du gouvernement. Nous ferons en sorte, pendant ces 3 jours, à travers les groupes de travail qui seront installés, qui travailleront sur l'accès, mais l'accès sous l'angle de la justice et de l'équité. Les licences de pêche décernées aux bateaux étrangers ne sont pas toutes sortes de destruction de la ressource marine. Le COJASPIS alerte les autorités sénégalaises sur la nécessité d'assainir et d'encadrer l'activité de pêche au Sénégal. C'est en marge d'une rencontre politique dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la pêche. Son président, Boubacar Ndiaye, que nous écoutons. Les vendeurs de poissons, c'est des chefs d'entreprise qui ont des entreprises qui, au minimum, emploient dans une société 200 à 300 personnes. Il y a beaucoup de problèmes comme tout secteur. Mais les problèmes, comme je l'ai dit, ce n'est pas des problèmes où on est là à hurler. C'est-à-dire nous devons être intellectuels
proposer un mémorandum où on va émettre tous les maux de la peste, le problème des dockers, les problèmes des marins, le problème des armateurs, des consignataires, des interprètes, des pointeurs, toute personne qui vit avec ce secteur-là, ça nous ferait plaisir d'enquérir ta situation pour pouvoir le mettre dans un mémorandum et le soumettre aux autorités de ce pays. On a plusieurs collaborateurs qui restent un peu incompréhensifs aux Sénégalais parce qu'on n'a pas su les expliquer réellement ce qui se passe. Parce que quand on prend les Chinois, aujourd'hui, on a tendance à dire que c'est des bateaux étrangers. C'est des bateaux qui sont venus étrangers et on leur a donné la licence sénégalaise, alors que c'est faux. Majoritairement des bateaux chinois, ils ont la licence bissau-guinéenne. Ils apportent de la main-d'œuvre en venant au Sénégal, en créant de l'emploi, en apportant de la matière, c'est-à-dire le poisson, pour permettre aux industriels de pouvoir travailler, permettre aux mareyeurs de pouvoir travailler, permettre aux dockers de pouvoir travailler. À présent, l'actualité internationale au Kenya. William Ruto dément les accusations d'enlèvement et disparition forcée. En Russie, Vladimir Poutine qualifie le conflit en Ukraine de mondial après l'emploi d'un missile balistique de moyens portés en Ukraine. Le tour d'horizon de Mamoudou Thiam. Dans l'actualité internationale au Kenya, William Ruto dément les accusations d'enlèvement et disparition forcée qui seraient perpétrées par la police et les services de renseignement. Le président s'est exprimé jeudi devant le Parlement à l'occasion de son discours sur l'état de la nation. Le président kenyan a profité de son discours pour répondre aux critiques de la société civile kenyane et de l'opposition qui dénonce des enlèvements et des disparitions forcées. Samedi dernier, l'opposant ougandais Kizza Besigye en voyage à Nairobi a mystérieusement disparu avant d'être présenté quelques jours plus tard devant une cour militaire à Kampala. Et puis, la décision de la Cour pénale internationale d'émettre un mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahou continue aujourd'hui encore de provoquer colère et malaise en Israël. Le Premier ministre israélien est désormais passible d'arrestation s'il se rend dans l'un des 124 pays signataires du statut de Rome. C'est le cas de tous les États membres de l'Union européenne. Or, ce jeudi, le Premier ministre hongrois Viktor Orban a lancé une invitation à son homologue israélien. Pour les Européens, le problème est double. D'une part, les positions différentes vis-à-vis d'Israël et d'autre part, le refus des 27 de prendre des décisions de politique étrangère à la majorité. Enfin, Vladimir Poutine a confirmé l'emploi d'un missile balistique hypersonique de moyenne portée sans charge nucléaire dans la ville de Dnipro en Ukraine. Le président russe a dénoncé de récentes frappes réalisées par l'Ukraine sur le sol russe à l'aide de missiles américains Attack-MS et britanniques Storm Shadow à la télévision nationale russe. Vladimir Poutine a estimé que le conflit en Ukraine avait pris un caractère mondial. Le président russe a assuré que son pays est prêt à tous les scénarios dans le conflit qui l'oppose à l'Ukraine et à ses alliés occidentaux. C'est tout pour l'actualité internationale. Mamoudou Thiam, c'est la fin de cette édition. Merci à toute l'équipe de réalisation. Je vous donne rendez-vous lundi à la même heure. Passez de très bons week-ends.